Bienvenue dans le débat. La guerre au Moyen-Orient qui entre dans sa 5e semaine et déjà la crise énergétique mondiale va entraîner une hausse de l'inflation. L'Asie est le continent le plus impacté puisque 84% de son pétrole et 83% de son gaz liquéfié passent par le détroit d'Ormuz. En particulier les pays d'Asie du Sud-Est, les Philippines qui ont déclaré l'état d'urgence avec des centaines de stations-service qui ont fermé. Le pays importe 95% de son pétrole du Golfe Persique via le détroit d'Ormuz, l'inflation mais aussi une crise alimentaire qui pourrait suivre, la Malaisie qui met en place des subventions, l'Indonésie des coupes budgétaires et puis la Chine qui s'en sort beaucoup mieux grâce notamment à son mix énergétique. Alors dans ce contexte de guerre, Emmanuel Macron est au Japon avant un déplacement en Corée du Sud. Le président français met en avant une alliance entre puissances moyennes, dit-il, pour construire une autonomie stratégique. On va revenir sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient en Asie. Pourquoi finalement ces pays sont-ils si exposés? Et la Chine tire-t-elle, oui ou non, son épingle du jeu? On va revenir aussi sur la visite du président français donc au Japon et en Corée du Sud. Quel est son impact? L'Asie est-elle finalement ébranlée par la guerre au Moyen-Orient? On pose ces questions à mes invités. Marianne Perrondoise est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. Vous dirigez l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, également chargée d'enseignement à Sciences Po et à l'Université catholique de Lille, ainsi qu'à l'Institut français de géopolitique. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Alain Wang. Bonsoir. Vous êtes sinologue et également professeur à l'école centrale Supélec. Nous avons aussi Jean-François Di Miglio ce soir. Bonsoir, vous êtes président d'Asia Centre et professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bienvenue. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour Blick, ancien correspondant permanent au Japon pour Le Temps et Libération. Donc vous connaissez bien le Japon. Et auteur de Cette Amérique qui nous déteste. On revoit la couverture, donc ça c'est plus particulièrement sur le Trump et sur les Trumpistes. Avant de démarrer cette discussion, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie. Il s'appelle Fatih Birol et il dit que la crise actuelle est pire que le cumul des 2 chocs pétroliers des années 70 et également que de la perte de gaz russe due au conflit ukrainien en 2022. Il ajoute qu'une quarantaine d'installations énergétiques ont déjà été endommagées au Moyen-Orient. Donc tout ça, il le dit dans un podcast du directeur du fonds souverain norvégien. Et le patron de Kepler, donc, qui affirme que les pays d'Asie sont les plus touchés. On va l'écouter. La situation que nous observons actuellement en Asie est dramatique. Il n'y a pratiquement plus d'arrivée de pétrole brut ni d'approvisionnement en énergie. Il est évident que les stocks s'épuisent. On constate déjà cette tendance aux Philippines où l'on réduit la consommation de pétrole brut. On voit également que certaines centrales électriques en Asie commencent à utiliser du charbon à la place du gaz afin d'en réduire la consommation et d'en réserver une partie à d'autres usages. Donc oui, la situation est vraiment grave pour l'Asie et nous ne sommes pas optimistes si cela continue. Jean-François Di Miglio, pourquoi l'Asie est-elle plus touchée encore que les autres? Il y a une sorte de réaction en chaîne qui part du choc pétrolier et gazier, mais qui est particulièrement rapide dans l'ensemble des secteurs. Oui, l'Asie est particulièrement touchée parce qu'effectivement, elle a peu de ressources à part quelques pays que vous avez mentionnés. On va en parler naturellement. L'Indonésie, par exemple. L'Indonésie, naturellement, est très riche en ressources gazières et pétrolières. La Chine, comme on l'a évoqué, a d'autres ressources, mais elle est quand même très dépendante. Et puis surtout, ce sont des pays qui, par rapport à la première crise qui a été évoquée, et si on met ça en regard effectivement de la déclaration de l'Agence internationale de l'énergie, représente un poids dans l'économie mondiale qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... Par rapport aux années 70. Voilà. Effectivement, on a affaire à un pays qui fait plus de 15% du PIB mondial, la Chine. On a un pays qui est qualifié par notre président de puissance moyenne, mais qui est quand même dans les très grandes puissances économiques, le Japon, et puis on a aussi des puissances montantes comme la Corée, naturellement, Taïwan. Tout ça, ce sont des pays qui sont dépourvus de ressources naturelles. Alain Wang. Et les Philippines, manifestement, le Vietnam aussi en particulier. L'état d'urgence est décrété aux Philippines avec fermeture des stations-service. Le président qui décrète l'état d'urgence, donc ça va lui donner la possibilité d'appliquer des tas de mesures exceptionnelles. Donc en particulier, l'Asie du Sud-Est est encore plus touchée. Oui, parce que c'est, comme
c'est vrai que c'est des pays qui n'ont absolument pas du tout de ressources pétrolières et qui dépendent complètement, je dirais, du pétrole ou du gaz qui vient du Golfe. Et en partie aussi de la Chine, sur certains produits dont on parle peu. Par exemple, le kérosène pour les avions. Si la Chine a décidé, par exemple, de couper, de restreindre, enfin d'arrêter même les exportations. des exportations. Et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et aujourd'hui, vous aurez les Philippines, vous allez avoir le Vietnam, vous allez peut-être avoir l'Australie qui vont avoir du mal à faire décoller leurs avions. Ne serait-ce que déjà sur ce point-là. Puis après, il y a d'autres produits, évidemment, parce qu'on parle de l'essence et on parle évidemment du gaz, mais il y a d'autres produits chimiques dont on tirait du pétrole qui sont franchement nécessaires pour l'ensemble de ces économies. Marianne Perrondoise, on peut dire qu'il y a déjà un impact géopolitique aujourd'hui lorsqu'on, par exemple, on apprend que les Philippines ont repris les commandes de pétrole russe qui avaient été stoppées en 2022. Donc ça, on est déjà dans une sorte de redéfinition. Absolument, oui, absolument. Donc on a affaire à des économies qui sont très industrialisées, qui ne peuvent pas effectivement se passer de leur rapport en gaz, en pétrole, qui n'ont pas effectué, comme la Chine, je dirais une transformation vers les énergies renouvelables. Et donc, ils vont devoir, absolument, et donc ils vont devoir trouver des fournisseurs dont la Russie sous sanction. On ne sait pas si le pétrole vénézuélien va pouvoir être mis à contribution également. Mais c'est vrai que les petites puissances de l'ASEAN ont réellement un problème et vont devoir trouver effectivement des alternatives, sauf comme les Philippines, déjà à tourner, je dirais, très, très légèrement. Il y a aussi le manque d'engrais. Qui est absolument nécessaire, absolument aussi. Donc il y a tout un ensemble d'impacts qui les touchent très très fortement. Même sur l'alimentaire, manifestement, ça pourrait se traduire, c'est ce que disait... Oui, absolument. Il y a l'Indonésie, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, avec le nouveau président qui avait commencé à distribuer des repas aux enfants dans les écoles et qui commence à revoir un certain nombre de mesures à dominante sociale qui vont évidemment impacter la population et réduire la sécurité alimentaire d'une grande partie de la population en Indonésie, mais aussi dans les autres pays. Parce que les pays sont endettés aussi, donc tout ça, il y a une espèce d'effet en chaîne. Et c'est quand même intéressant, Richard Verly, de penser que pensait Trump, en fait, que la mondialisation, l'interdépendance entre les pays, ça n'existait plus. On voit l'accélération à chaque fois. En fait, ce qu'une guerre, le détroit d'Ormuz, en étant effectivement contrôlé par l'Iran, a un impact, c'est très très rapide. Oui, il l'a oublié, ça, un peu. Non, je ne crois pas qu'il l'a oublié. Le paradoxe, c'est que n'oubliez pas justement que Donald Trump est un protectionniste forcené. Le discours électoral de Donald Trump, c'est les usines doivent être aux États-Unis. C'est ça depuis le début, c'est ça qu'il a vendu à son électorat. Alors, je ne dis pas... Il n'avait pas anticipé cette fermeture du détroit d'Ormuz qui allait y compris impacter l'inflation aux États-Unis. Il n'avait pas anticipé à l'évidence les conséquences de cette guerre et il n'avait pas anticipé non plus que ça mettrait en difficulté quasiment tous les pays amis des États-Unis, puisque ça va des pays du Golfe jusqu'aux pays d'Asie du Sud-Est qui, pour la plupart, sont des pays qui ont des bonnes relations avec les États-Unis. Mais sur le fond, je le rappelle, Donald Trump veut que la production industrielle revienne aux États-Unis. Il est contre la mondialisation. Il estime, et il l'a dit, que la mondialisation s'est faite aux dépens des États-Unis. Il veut stopper la croissance chinoise parce qu'il veut que les États-Unis demeurent la première puissance mondiale. Donc cette guerre, à la fois, elle est un boulet pour lui et ça va être compliqué parce qu'elle risque en plus de provoquer une inflation importante aux États-Unis. Mais je le répète, c'est le monde de Trump. C'est le monde qu'il veut. Un monde où chacun est responsable de sa production. Et la mondialisation, Trump, il n'en a jamais voulu. Et la Chine qui s'en sort finalement pas mal. Jean-François Di Meglio, elle a des réserves de brut, elle a des sources d'énergie renouvelable. Finalement, les bateaux chinois passent par le détroit d'Ormuz parce qu'ils ont un accord avec les Iraniens. Oui. Alors, je dirais que la meilleure nouvelle pour la Chine dans cette histoire, c'est que la Chine est en train de ralentir. Elle est sur une vague de ralentissement significatif depuis 2 ans. Donc quand vous ralentissez, ou en tout cas quand votre croissance est moindre que dans les années précédentes, vous avez moins besoin d'énergie. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, la Chine, je dirais, est toujours une puissance anticipatrice. Donc par rapport à ce qui est le standard des réserves en ressources, la Chine,
il y a toujours cette logique de la pénurie en Chine. C'est très ancré, non seulement dans la population chinoise, mais dans la tête des dirigeants. Donc là où la plupart des pays font 3 mois de réserve énergétique en termes d'hydrocarbures, la Chine va faire probablement 6 mois de réserve stratégique. Ceci étant dit... Elle prévoit. Oui, elle prévoit, mais si cette crise se prolonge, la Chine aura au moins autant de problèmes que les autres, parce que son économie reste quand même une économie très dépendante, très importante, et que son mix énergétique, malgré ce qu'on nous dit, et si vous me permettez, malgré ce que vous avez dit à propos des renouvelables, dépend encore des hydrocarbures. Parce que quand on parle des renouvelables, on parle de production d'électricité. L'énergie, ça n'est pas l'électricité. L'électricité est une énergie secondaire. Donc, elle n'est pas autosuffisante encore. Elle est comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais oui. Par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est, est-ce qu'elle... Elle a du charbon, donc elle est capable de polluer encore plus avec son charbon. Elle peut profiter de cette guerre, finalement, d'une manière ou d'une autre? D'une manière ou d'une autre, certainement, en se présentant quand même par rapport à pas mal, par rapport aux États-Unis, comme un pays stable, d'une certaine façon, d'un pays qui n'a pas provoqué de guerre jusqu'à maintenant, c'est quand même très important, même si, je dirais, dans sa manière de pratiquer dans les mers de Chine du Sud ou vis-à-vis de Taïwan, pour l'instant, il n'y a pas eu de déclenchement de conflit, mais de l'autre côté aussi, je voulais revenir au charbon, faut toujours se souvenir qu'actuellement, la Chine a construit, je crois, l'année dernière, 190 gigawatts de centrales thermiques au charbon qu'elle n'utilise qu'à 50%. Donc, elle avait certainement déjà prévu pas mal de choses. Et aujourd'hui, elle est en train encore d'utiliser le charbon en mettant des usines nouvelles pour essayer de sortir du charbon des produits véritablement nécessaires pour son économie, pour faire du plastique, pour faire, etc., etc. Donc, elle est toujours en prévision quand même. Elle a, je dirais, un petit coup d'avance parfois par rapport à pas mal de pays. En revanche, elle n'exporte plus de carburant, donc à la Thaïlande, au Vietnam. Ça a un impact important sur la région. Parce qu'elle se le réserve. Voilà. Après, ce que font les autres pays, ça, c'est pas vraiment son problème direct. Alors, le Japon, lorsqu'on regarde les chiffres, Marianne Perrondoise, 95% du pétrole donc, au Japon passe par le détroit d'Ormuz et le choc vient aussi de dérivés comme le soufre, le naphta et l'hélium. Et du coup, il y a eu cette rencontre donc, entre la Première ministre japonaise et le président indonésien qui veulent renforcer leur coordination en matière de sécurité énergétique. On va écouter Sanae Takaichi. L'Indonésie est un pays riche en ressources et ce mois-ci, nos deux pays ont signé des protocoles de coopération concernant les minéraux critiques et l'énergie nucléaire. Dans un contexte où la situation internationale ne cesse de s'aggraver, la coopération avec l'Indonésie, qui occupe une position stratégique au carrefour de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, revêt une importance capitale pour la mise en place d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Marianne Perrondoise, votre réaction justement à ce rapprochement entre l'Indonésie et le Japon? D'après les propos de la Première ministre, il y a une logique énergétique et surtout l'approvisionnement donc en minerais critiques. Et il y a une logique stratégique, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un archipel qui est intéressé par la sécurité maritime, qui a déjà d'ailleurs des relations avec le Japon justement en termes de soutien des gardes-côtes. Par exemple, le Japon fournit déjà des équipements, renforce les capacités de l'Indonésie et de façon générale est très présent sur ce créneau en Asie du Sud-Est. Il y a une convergence d'intérêts à un moment particulièrement critique. Parce que l'Indonésie, donc, elle exporte son pétrole, son gaz, en particulier du gaz au Japon, c'est ça? Exactement. La Première ministre, finalement, essaye de développer un certain nombre de dialogues. Le Japon aurait aussi des contacts avec l'Iran pour obtenir justement cette facilité qui est accordée à la Chine concernant le passage des bateaux. La Corée du Sud également. Car, ils discutent avec les Iraniens. Mais ils discutent avec les Iraniens pour au moins obtenir le passage du détroit d'Ormuz et donc un accès en payant peut-être un octroi, mais en tout cas ne pas être dans la liste des pays dits hostiles, si je suis la classification qu'ont mis en place les gardiens de la Révolution. Donc le Japon active tous les réseaux possibles, toutes les ressources et les partenaires qui seraient susceptibles de l'aider à passer ce cap, sans oublier l'Iran quand même, sans oublier l'Iran.
c'est assez intéressant. Bah, l'Iran qui exporte finalement son pétrole, puisqu'il y a eu une levée partielle de l'embargo pétrolier par les Américains. Donc, eux exportent toujours leur pétrole. Absolument. Donc, on se retrouve dans une situation où, a priori, le détroit d'Ormuz est bloqué pour un certain nombre de pays, mais où certains vont réussir à obtenir finalement un accès à la route énergétique et donc à pouvoir peut-être sortir de ce mauvais pas. Et vous pensez que le Japon pourrait l'obtenir, ça, en négociant avec l'Iran? Je pense que le Japon a toujours eu de bonnes relations avec l'Iran. L'Iran a toujours été un fournisseur du Japon, donc ils s'inscrivent dans une logique assez régulière. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Donc on reprend une relation qui est interrompue par le cours de la guerre, mais qui reposait, je dirais, sur un intérêt bien compris et sur des relations assez cordiales et anciennes. Richard, c'est ça qui est vraiment étonnant dans cette guerre, c'est que finalement, on a vu avec Donald Trump, la première ministre japonaise, vraiment sur une ligne très pro-américaine. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle négocie forcément avec l'Iran pour obtenir son pétrole. Trump qui, évidemment, on pense que les pays d'Asie pourraient être de son côté, mais clairement, ils ne le sont pas non plus. La réalité, c'est que celui qui a mis tout le monde dans la mouise économique, et je pèse mes mots, c'est Donald Trump. Parce que tous ces pays importaient de l'énergie du Golfe, donc on peut aller au-delà de l'Iran. Il y a le Qatar, il y a les Émirats qui produisent l'Arabie Saoudite. Et donc, au fond, tous ces pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie orientale étaient connectés au Golfe Persique. Ils n'avaient pas de problème particulier avec l'Iran. Et c'est maintenant la guerre voulue par Israël et Donald Trump qui leur pose un problème. Imaginez la seconde phase. On va voir ce qu'annonce Donald Trump cette nuit. Mais s'il y avait un assaut terrestre sur l'île de Karg, la fameuse terminal pétrolier iranien, ça voudrait dire que les États-Unis détiennent le robinet du pétrole iranien. En conséquence, il y aurait probablement un arrêt des exportations de pétrole, c'est-à-dire que les Iraniens ils se laisseront pas faire. Donc ça voudrait dire qu'au blocage du détroit viendrait s'ajouter un blocage ou des sérieuses complications sur le transit du pétrole lui-même. Ce serait donc une très mauvaise nouvelle pour l'Asie. Donc, in fine, la balance géopolitique, elle pèse plutôt en faveur de l'Iran, qui est un Iran qui, en plus, négocie au cas par cas le passage. Richard, détroit d'Ormuz, c'est pas uniquement le pétrole iranien. Le pétrole iranien, il va en Chine. 80% va en Chine. Donc, si jamais cette opération hypothétique, on est tous dans le bleu, on ne sait pas ce qui va se passer, réussit, c'est quand même tout le pétrole du Golfe Persique qui débarque. À condition que le détroit soit ouvert. Si ça marche. Non, mais il ne faut quand même pas assimiler le blocage du détroit d'Ormuz au seul blocage du pétrole iranien. Les Iraniens arrêtent d'extraire du pétrole. Le pétrole continue de passer en provenant du Vous Golfe parlez Persique. du pétrole des pays du Golfe, donc. Des pays du Golfe, non, parce que Richard parlait du pétrole iranien, il a tout à fait raison. Les Iraniens. Non, mais parce que le pétrole iranien passe le détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pas le seul pétrole. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un assaut et une prise de contrôle de l'île de Karg, c'est-à-dire du robinet pétrolier iranien, il y aura sûrement, on est dans la probabilité, une riposte iranienne très forte sur le détroit d'Ormuz, et donc ça ne débloquera pas le détroit. C'est ça que je veux dire. Donc une prise de contrôle du terminal pétrolier ne débloquerait pas du tout le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, l'impact sera d'autant plus important que la guerre va durer, que ce détroit d'Ormuz va rester contrôlé ou plus d'ailleurs par les Iraniens si effectivement il y a cet assaut de l'île de Karg. Tout est quand même lié, Jean-François Di Meglio. À quel moment est-ce que, par exemple, on pourrait se retrouver avec vraiment un état terrible de l'Asie? Parce que là, on a vu à quel point ça s'est accéléré. À quel moment on pourrait se dire qu'il va y avoir une crise alimentaire dans les pays d'Asie du Sud-Est? Ça va être une catastrophe. Oui. Ça va dépendre de quelque chose qu'on a évoqué, effectivement, c'est les réserves stratégiques et la capacité d'anticipation des différents pays. Ça va dépendre aussi ça va être extrêmement intéressant dans ces cartes rebattues du degré de coopération entre les pays. Et là, effectivement, où je rejoins le point sur la Chine tire-t-elle son épingle du jeu ou pas, on ne va pas souffler aux diplomates chinois ce qu'ils doivent faire, mais je pense qu'ils voient très bien la fenêtre d'opportunité. Oui. Rappelez-vous, dans la crise asiatique, pour ceux qui s'en souviennent, de 1997, la Chine, avec son habileté et en se protégeant, a aussi aidé un certain nombre de pays d'Asie. Elle a aspiré tous les capitaux et on peut très bien imaginer qu'avec un certain partage de ses capacités d'absorption, elle se fasse des amis
là où d'autres se font des ennemis. Ça serait quels amis? On les a mentionnés, hein, c'est-à-dire les pays qui sont jusqu'ici extrêmement habiles dans leur partage de relations entre le camp américain et le camp chinois. L'Indonésie en fait partie. Bien sûr. Le Japon, la Corée certainement, et l'Asie du Sud-Est, ce sont des pays qui sont extrêmement habiles. Ils savent que la Chine est tout près, la Chine est intéressée par ce qu'ils représentent, mais ils savent qu'ils ont aussi des intérêts stratégiques avec les États-Unis. Néanmoins, si les intérêts stratégiques avec les États-Unis perdent la priorité, eh bien la Chine a effectivement une voie royale en les aidant. Oui. Elle peut tirer son épingle du jeu. Vous êtes d'accord aussi? Je suis assez d'accord dans le sens où il ne faut pas oublier que la Chine met en place des organisations, je dirais, internationales depuis pas mal de temps maintenant. On peut parler des BRICS, on peut parler de l'OCS, on peut parler de plein d'organisations. Et je pense que pour l'instant, elle a réussi à capter un certain nombre de pays, d'autres n'y sont pas. Et je pense que si la Chine venait véritablement à mettre tout son poids, elle pourrait peut-être mettre en place des organisations qui pourraient remplacer celle de l'ONU, puisque M. Trump est en train de les casser. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre. Il a mis en place son Conseil de la paix. Voilà, que quelque chose d'autre sorte. Et je pense que la Chine a cette capacité aujourd'hui, peut-être, si elle joue bien, hein, mais elle joue bien, généralement, je dirais sur le plan diplomatique, elle est plutôt habile. Et cette guerre l'aiderait en fait à mettre en place ses propres institutions. Elle aide déjà, ces institutions sont là. Elle les a déjà. La 2IB, la Banque asiatique des infrastructures, elle est à Pékin, elle existe, il y a 115 pays. Il suffit qu'elle donne beaucoup plus de force à travers ces institutions-là pour essayer de prendre la main là où le monde occidental est peut-être en train de le perdre avec les États-Unis. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas que les Américains. Nous sommes cette aussi guerre en Iran, enfin cette guerre au Moyen-Orient sera un peu le coup de grâce. C'est-à-dire que ça pourrait... Pour moi, il y a un début de quelque chose. Mais vous avez un exemple très saillant. Vous avez un exemple très saillant qui est les Philippines. Les Philippines sont dans un état, on va dire, de guerre larvée avec la Chine à propos de la mer de Chine du Sud. Il y a régulièrement, quasiment toutes les semaines, des accrochages maritimes très violents entre des bateaux chinois et des bateaux philippins, sachant que la marine philippine est quand même chroniquement sous-équipée. Depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du fils de l'ancien dictateur Marcos, les Philippines sont redevenues le porte-avions américain dans la région, en réouvrant notamment la fameuse base de Subic Bay, la grande base navale qui avait été occupée par les Américains pendant des décennies, qui avait fermé au début des années 90. Imaginez la situation des Philippines. Ils ont tout parié sur le retour du parapluie américain. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sans carburant à la merci de la Chine. Pardon, mais merci Donald Trump. Donc là, il va falloir effectivement qu'ils prennent quelques décisions. On va voir justement ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui est donc au Japon depuis hier, qui va en Corée du Sud à partir de demain. Il s'est exprimé justement, il a un peu taclé à sa manière Donald Trump, sans le citer. On l'écoute. Quand vous avez des gens qui vous disent « nous, on va beaucoup plus vite », mais vous ne savez pas si après-demain, ils seront encore à cet endroit. Et si demain, ils ne vont pas prendre une décision qui peut vous heurter, sans même vous prévenir, c'est à considérer. Nous, Européens, on vous explique ce qu'on fait. Parfois, on est peut-être un peu lent. Je dirais on a une culture commune, on veut chercher du compromis, on est à 27. Mais on sera toujours là où vous nous attendez. Marianne Perrondoise, donc ça, c'est devant un parterre d'entreprises japonaises, puisque l'idée, c'est de développer une coopération avec le Japon, entre la France et le Japon. Le Japon n'est que le 12e client de la France. Alors, quand on pense aux liens, à la fascination réciproque de ces deux pays, les liens culturels qui peuvent exister depuis des siècles, elle n'est que le 12e client de la France. Alors, est-ce que là, ce moment Trump pourrait faire en sorte que le Japon se rapproche de la France économiquement? Alors, il y a un discours effectivement sur l'économie, sur la relance du commerce, mais il y a aussi un discours, on va le dire, stratégique, c'est-à-dire la fiabilité, elle est aussi dans une forme de sécurité qui pourrait être développée. Donc, il y a ce discours de France, puissance responsable, et ce qui est intéressant, c'est que nous, Européens, donc la France, finalement, c'est une puissance européenne. Elle fait partie de l'Indo-Pacifique. Elle s'appuie beaucoup sur le Japon et ses autres voisins pour être intégrée dans la région. Mais elle arrive, finalement, avec cette porte ouverte sur des capacités européennes, sachant que, finalement, l'Union européenne a passé pas mal d'accords de libre-échange et certainement plus en avance que la France ou que certains pays européens sur le plan
plan bilatéral. Alors il y a une escorte très très impressionnante, effectivement, avec beaucoup d'hommes d'affaires, avec des développements peut-être dans l'énergie civile, puisque en fait le nucléaire civil est peut-être une réponse pour le Japon. Encore faut-il développer ses capacités. Elle a redémarré, vous savez, son réacteur de Fukushima. Donc il y a des opportunités, effectivement, au Japon pour la France, avec quand même un levier européen derrière. Est-ce que justement, Emmanuel Macron utilise ce terme de stabilité, comme on parlait de la Chine qui parle de stabilité quand il parlait de l'Europe. Donc ça devient un atout, la stabilité, face à un Donald Trump. C'est ça qu'il a voulu. La fiabilité, voilà. Peut-être la fiabilité, mais après, il faut faire les liens aussi qu'il y a au sein de l'Europe avec différents pays. Oui. Que pensera M. Orban? Que pensera M. Merz en Allemagne? Quels sont les intérêts des uns et des autres avec la Chine ou avec la Russie? Chacun va négocier de son côté. Est-ce qu'on arrivera à trouver une réponse commune? C'est toujours le problème de l'Europe. Vous vous en doutez? Moi, j'en doute un peu. Mais est-ce que, Jean-François Di Miglio, il pourrait y avoir des relations plus fortes entre le Japon et la France en particulier? Mais pourrait, certainement. On l'a dit. Pourquoi est-ce que finalement elle n'existe pas? Excusez-moi, c'est la deuxième fois que je reviens en arrière, très loin dans l'histoire, mais avant la Chine, dans le mental des entrepreneurs français, il y avait le Japon. Oui. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, avant d'apprendre le chinois, on apprenait le japonais. Il y avait eu cette exposition extraordinaire qui avait révélé le Japon à l'Europe. Mais c'est difficile, le Japon. Alors la Chine, c'est difficile, mais on s'est mis en tête que la Chine, c'était moins difficile, parce que les Chinois nous ont fait croire pendant très longtemps que c'était facile. Et là, on découvre, c'est ça l'histoire d'Emmanuel Macron au Japon. On découvre que la Chine, c'est difficile, et on se souvient du Japon. Que disent les Japonais? Ah, vous vous souvenez de nous. Vous parlez de stabilité, mais la stabilité, c'est aussi la constance. C'est la persévérance. La France n'est pas perçue, malheureusement, comme un pays constant dans sa relation avec le Japon. Il y a eu beaucoup de réussites. Bon, il y a même eu un exemple, malheureusement, qui a tourné en échec et qui a été liquidé. On pense tous au même. Ça s'est fini dans une malle. Là, vous parlez de Renault-Nissan. Oui, Renault-Nissan. Voilà. Oui. Bon. Mais l'histoire longue des entreprises françaises au Japon, elle se compte sur les doigts d'une main. Air Liquide, début du XXe siècle, première entreprise française à s'intéresser au Japon et à y réussir. Et puis d'autres. Mais la constance, c'est une valeur japonaise. Et ça n'est pas reconnu, même si c'est à tort, comme une valeur française. Et est-ce qu'il y aura un momentum, là, justement, avec le contexte géopolitique, Trump d'un côté, cette crise de l'autre Alors, la question du Japon, tout à l'heure, on parlait de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie émergente et de la Chine. La question du Japon et de la Corée du Sud est quand même très différente. D'abord, eux, ils sont, j'allais dire, structurellement liés aux États-Unis. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'il y a des bases américaines, leur modèle sécuritaire est entièrement basé sur la protection américaine vis-à-vis de la Chine d'une part et vis-à-vis quand même de la Corée du Nord qui a l'arme nucléaire. Donc, ça veut dire que quoi qu'on fasse, quoi que l'Europe fasse, et même si l'Europe arrive avec un drapeau et des initiatives un peu plus solides, à un moment donné, il y aura toujours le risque que les Américains disent « stop ». Ils sont en mesure, ils ont un droit de veto, en quelque sorte, les Américains, au Japon comme en Corée du Sud. Mais est-ce qu'ils sont perçus comme étant toujours aussi fiables? Alors non, mais entre la fiabilité, donc effectivement, les dirigeants japonais comme les dirigeants sud-coréens sont demandeurs de nouveaux partenariats. Emmanuel Macron a raison de rappeler ses vertus de constance européenne, mais je dirais pour que la constance se traduise en actes et notamment en faits économiques, encore faudrait-il qu'on ait des choses à leur proposer sérieusement et qu'éventuellement on puisse à un moment donné sur le plan de la sécurité remplacer les États-Unis, et là c'est juste impossible. Donc il y a des opportunités à explorer, mais malheureusement n'oublions pas que dans cette partie du monde, Japon, Corée du Sud, c'est à Washington à la fin que le coup de sifflet final sera donné. Marianne Piron-Douaz, vous êtes d'accord? Donc il n'y aura pas un basculement géostratégique plus vers l'Europe puisqu'en fait, cette garantie de sécurité, ni la France, ni l'Europe
constituée comme telle ne peut l'apporter. Donc il y a effectivement des niches dont j'ai pu parler qui sont d'accroître les capacités de la marine japonaise, par exemple, puisqu'on parle quand même d'une île, donc qui est très intéressée par la protection de son domaine maritime, la lutte contre la piraterie, un certain nombre de problématiques très spécifiques. Mais en fait, ce sont des relations de bon voisinage que vient rafraîchir le président Macron, parce que finalement, la France, elle a besoin d'avoir aussi des partenaires dans cette région. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'elle peut apporter, mais surtout, je dirais, le soutien diplomatique que le Japon peut apporter à la France dans sa présence dans l'océan Indien, dans sa présence dans le Pacifique Sud, où le Japon a aussi des liens très, très importants avec ces pays riverains, les organisations régionales, que ce soit l'ASEAN, le Forum des îles du Pacifique, et donc un contributeur à la stabilité, à l'aide au développement. Et ça, c'est intéressant pour la France de pouvoir passer par l'intermédiaire du Japon pour être davantage intégré dans les enceintes où se décident un certain nombre de choses. C'est le soft power, ça. Voilà. Mais le traité de sécurité qui a été signé depuis plus de 50 ans maintenant, que ce soit avec le Japon, voilà, ou les États-Unis, qui repose sur une présence, sur des déploiements permanents et absolument massifs, avec des engagements très précis d'assistance mutuelle. Quand on a, comme Richard vient de le rappeler, comme voisin une Corée du Nord nucléaire, une Chine qui est quand même très agressive vis-à-vis du Japon et qui lui reproche un positionnement ambigu vis-à-vis de Taïwan, c'est sûr que la France ne va venir au secours du Japon si une crise éclate ou si la Chine débarque sur une des petites îles japonaises dans le sud, oui. Mais alors justement, proche de Taïwan. Justement, Jean-François Di Meglio, avec ce qui se passe, le conflit au Moyen-Orient, alors certes, Trump s'en prend aux pays de l'OTAN. Pour l'instant, il ne s'en prend pas encore au Japon ou il ne s'en prend pas aux pays d'Asie. Mais enfin, lorsqu'on est la Chine et qu'on voit à quel point Trump s'en prend à ses alliés de l'OTAN, on peut s'interroger quand même sur la fiabilité de ce parapluie américain. Pour le Japon, c'est impossible de se dire que les Japonais ne se posent quand même pas la question. Taïwan se pose probablement aussi la question. Cette fiabilité, est-ce qu'elle est toujours là ? Oui, alors, nous qui sommes occidentaux, habitués au partenariat avec les États-Unis, nous découvrons parfois le manque de fiabilité des États-Unis. Mais vous savez, mettez-vous dans la peau d'un Coréen ou d'un Japonais, il ne va pas faire confiance à la République populaire de Chine du jour au lendemain. Hein. Donc il y a quand même un certain nombre d'obstacles à franchir avant de se jeter dans les bras ou même de permuter les... Non, ce qui est intéressant, effectivement, pour la France, dans cette histoire de voyage en Corée au Japon, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, c'est que notre stratégie Indo-Pacifique a beaucoup mis l'accent sur le Pacifique Sud. Et donc effectivement, comme le disait Marianne, c'est intéressant de venir parler du Pacifique Sud avec des gens qui ont aussi des intérêts au Pacifique Sud. Et là, ça peut nous reconnecter. Et puis l'autre intérêt, c'est que dans notre stratégie Indo-Pacifique, où on a un peu oublié la Corée et le Japon jusqu'ici, eh bien, on raccroche les wagons avec l'Asie du Nord-Est parce que ce sont des démocraties. Notre stratégie Indo-Pacifique, elle doit aussi promouvoir le concept de démocratie. Dernier point, on a un G7 en France. L'une des idées dont nous faisons la promotion à Asia Centre, c'est que le président coréen soit invité au G7. Ce qui est le cas. Oui. C'est le cas. Donc il est bien invité au G7. La Corée du Sud est invitée au G7 d'Évian en juin. Et pour vous, c'est un moment fort. C'est un peu une première. Alors, il faut rappeler qu'il y a un G20 coréen qui a été très très mal rattrapé par la France. Quand la Corée était patronne du G20, le président Sarkozy, malheureusement, est allé juste passer une nuit à Séoul, récupérer les clés du G20 et est reparti. On avait une occasion en or pour demander aux Coréens comment est-ce qu'on fait un G20. On sait faire un G20, mais ça aurait été une façon de sceller une coopération extrêmement appréciée de la part des Coréens. Donc on va rattraper le coup, mais c'est très bien. Rattraper le coup à Évian. Moi, j'y crois malheureusement pas. Au G7. Je vais vous dire, d'abord, c'est un sommet qui risque de nous apporter beaucoup de désillusions. Rappelons-nous du précédent G7 au Canada. Le G7 au Canada, Donald Trump l'a réduit à sa plus simple expression. Il a fait quasiment une escale, il y a passé une après-midi, il a dit au revoir tout le monde, je rentre à mes affaires. Là, ce G7, et je le déplore, enfin comme observateur, je trouve que c'est déplorable, mais n'oublions pas que déjà, Donald Trump a demandé à le raccourcir en raison de son anniversaire.
ce qui va se passer à la Maison-Blanche pour son anniversaire le 14 juin. Il va venir, et s'il est fâché, comme il l'est en ce moment, ça ne vous a pas dire qu'on ne soit pas en pleine tension. contre les alliés européens de l'OTAN, êtes-vous sûr qu'il va même venir à Évian? Au jour d'aujourd'hui, personnellement, je ne mettrai pas ma pièce de ce côté-là. Alors, Wang. Non, je voulais juste simplement revenir un petit peu. Sur la Corée invitée. On oublie souvent que la France a aussi beaucoup d'intérêt dans le Pacifique, avec toutes les îles, la Nouvelle-Calédonie, elle a d'énormes territoires maritimes. Que se souvenir aussi que l'année dernière, parce que c'est pas souvent qu'il le fait, le Charles de Gaulle a quand même passé 5 mois dans la région en faisant des manœuvres militaires, des exercices militaires avec tous les pays amis de la région potentielle. Donc ça veut dire que quand même, du côté de la France, on commence à prendre en compte et à bien se rendre compte que potentiellement, on est dans un territoire de conflit potentiel important entre la Chine et les États-Unis, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est un peu visé. Et que la France sera certainement prise dans la nasse, je dirais, guerrière, si jamais il devait y avoir un conflit. J'ajoute juste, la grande difficulté dans cette projection de puissance européenne dans la région, alors qu'il y a sans doute une demande, tant du côté de l'Asie du Sud-Est que du côté du Japon et de la Corée du Sud, c'est qu'aujourd'hui, on se projette comment? On se projette avec une marine, et il n'y a qu'une marine européenne qui peut le faire, c'est la marine française, car vous avez remarqué que la Royal Navy britannique, qui fut jadis la plus grande marine du monde, est dans un état tellement piteux qu'ils sont à peine arrivés, les Anglais, à envoyer 2 frégates ou 2 bâtiments dans le golfe Persique. Et ça, c'est un vrai souci, parce que s'il y avait une capacité maritime combinée entre la France et le Royaume-Uni et que les 2 pays soient d'accord, ça pourrait apporter quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, les Anglais ont vraiment des grosses difficultés avec leur marine. Alors, il nous reste 5 petites minutes pour justement essayer de répondre à la question que tout le monde attend, puisqu'il va y avoir cette allocution du président Trump à la nation, 3 heures donc du matin. Va-t-il, alors vraiment une sorte de tour de table, Jean-François Di Meglio, est-ce que vous pensez qu'il va arrêter la guerre ou pas ? Vous plaisantez, Stéphanie. Vous demandez à quelqu'un ce que va dire Donald Trump. Non, je refuse de répondre à cette question. Excusez-moi. Donc vous pouvez anticiper, en tout cas, une guerre qui dure. Ouais. Ils sont pas là. Oui, enfin, écoutez, ils en tout cas, c'est ça qui va jouer. Bon, ils sont pas là pour rien. Et il y a une obsession derrière. Bien sûr, il y a la pression israélienne. Ok, les États-Unis sont sous la pression israélienne, ils font la guerre. Bon, mais il y a aussi une obsession. L'histoire de l'Iran, c'est la suite du Venezuela. Le Venezuela et l'Iran, ce sont les premiers fournisseurs. Enfin, ils comptent parmi les premiers fournisseurs de pétrole pour la Chine. Donc, le jeu stratégique de Trump, on en a parlé au tout début de ce débat, c'est autant que possible, je ne dis pas que ce soit possible, mais autant que possible, de réduire l'approvisionnement énergétique de la Chine, parce qu'on est dans une course à la technologie. La technologie, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est la clé du débat entre les États-Unis et la Chine. Marianne, on a du mal à lire la cohérence de cet ensemble d'actions et cet interventionnisme incessant de Donald Trump. Ce que l'on peut dire, c'est que la situation, elle est quand même assez catastrophique. Et donc, je pense qu'un Donald Trump qui se frotterait les mains en se disant on arrête tout et je laisse en fin de compte la situation en l'état, avec peut-être l'Europe qui va régler avec une opération maritime pour clarifier ou sécuriser le détroit d'Ormuz, n'est pas franchement non plus une bonne nouvelle. Mais quelle exit stratégie, quelle sortie de crise peut proposer Donald Trump? Ça n'est pas l'homme des sorties de crise, en fin de compte. Il crée des problèmes et ensuite il les laisse pourrir. Et c'est toute la difficulté qui pourrait nous arriver que de devoir... C'est pas le premier président américain à être laisser pourrir une crise qu'il crée. Oui, mais pas non plus... Voilà. Alors Wang, j'irai un peu dans le sens de ce que tu disais. On va peut-être aussi derrière, il va y avoir Cuba. Après, il y aura peut-être un retour entre la problématique entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on n'est pas sorti de, dirais, des problématiques, mondiales, puisque de toute façon, tout ça touche le monde entier. Richard, je crois que c'est un discours à l'intention des Américains et qu'on aurait tort de penser que c'est un discours à l'adresse du monde. Et qu'est-ce qu'il va dire? À mon avis, il va dire 2 choses. Il va répéter qu'il a gagné, que les États-Unis ont gagné. Donc il va en rajouter dans la description. Ils ont changé le régime iranien, parce qu'il l'a déjà dit. Rajouter, et il est probable qu'il ait quelque chose quand même de concret à annoncer dans les négociations avec les Iraniens. Quoi, je ne le sais personnellement pas, mais je pense que s'il a choisi de s'exprimer, c'est sans doute qu'il a quelque chose de tangible à annoncer, au-delà de son communiqué de victoire, qui est habituel chez lui, puisque vous savez que Donald Trump ne peut jamais perdre.
Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, ce discours de Donald Trump que vous pouvez suivre en direct à 3h du matin sur notre antenne avec un plateau des invités. Et bien sûr, ça sera en direct. 3h du matin, heure de Paris. Merci à la Wang, Jean-François Di Meglio. Merci beaucoup Marianne Perrondoise. Merci Richard Verly. Je vous retrouve demain.